Bonjour auditeurs, auditrices de Demain n'attend pas. Alors aujourd'hui, je vous emmène regarder là, au Muséum d'histoire naturelle, un endroit que vous connaissez peut-être, qui est fabuleux. Alors, si vous le fréquentez, vous allez certainement dans la grande galerie de l'évolution. Aujourd'hui, je vais vous emmener ailleurs. Je vais vous emmener avec un enseignant-chercheur du muséum, parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs spécialistes du sol. Alors, vous savez, dans Demain n'attend pas, on parle beaucoup d'inspiration, d'engagement, d'impact. Et de temps en temps, je donne la voix à des grands scientifiques qui sont spécialistes de sujets qui nous concernent tous et qu'on comprend pas trop, en fait. C'est comme ça que dans les derniers épisodes, vous avez eu François Gemène qui nous a parlé du carbone. Vous avez eu Emma Aziza qui vous a décrypté ce qui se passait sur l'eau. Vous avez eu Rosalie Mann qui vous a tout raconté sur les plastiques. Et bien aujourd'hui, vous allez voir Marc-André Sellos qui va tout vous raconter du sol. Ça a l'air un peu basique le sol, on se dit c'est sous nos pieds, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? En fait, c'est évidemment ce qui nous nourrit et c'est aussi au cœur des grandes problématiques actuelles. Vous avez entendu parler de la loi du plomb, vous avez entendu parler des législations qui sont passées au niveau européen et qui libèrent la possibilité de mettre des intrants chimiques sans plus de vérification que ça. On va étudier tout ça avec Marc-André Sellos. Il va tout nous expliquer. Il va nous expliquer aussi comment le sol, en même temps que c'est au cœur des problèmes, et bien évidemment, le sol est au cœur des solutions. Et il va nous parler de la place de la science dans tout ça. Lui qui sort de ces sujets d'études que sont d'abord les champignons, les mycoses, les symbioses, pour devenir un fervent avocat de la place de la science dans nos sociétés. Alors, je vous laisse en bonne compagnie avec Marc-André et surtout, si le sujet vous intéresse, faites-le passer autour de vous, diffusez-le, mettez 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute et puis à très bientôt. Super, bonjour Marc-André. Bonjour. Merci de me trouver un peu de temps. Marc-André, tu es professeur au Muséum d'histoire naturelle et j'imagine que rien que ça a dû être un rêve d'enfant qui s'accomplissait. Tu es spécialiste des sols, des symbioses, des microbes, des champignons, de tous ces mondes invisibles dont tu vas nous parler aujourd'hui. Au-delà de tes activités de chercheur et d'enseignant, tu es un passeur infatigable, tu publies beaucoup, tu as à ton actif un certain nombre de livres et tu en as surtout un à venir dont on va reparler. La biodiversité est un humanisme qui va arriver au seuil à peu près au moment où on va diffuser cet épisode, donc on va faire un petit focus dessus. Tu as tenu une chronique à la radio au sein de La Terre au carré, une super belle émission qui nous sensibilise aux enjeux écologiques. Et tu donnes près de 250 conférences par an. Je ne sais pas comment tu fais, tu es inépuisable. On sent à travers ça que tu as endossé un rôle de militant de la vulgarisation de la science de façon générale, pour que la science retrouve toute la place dont on a besoin aujourd'hui dans la société et dans l'éducation. Alors on va parler de tout ça, de tes convictions autour du sol et du coup d'une agriculture en capacité de nous nourrir de façon durable, de la place de la science. Mais avant, j'aimerais bien qu'on commence par parler de toi, si tu veux bien. Tu nous racontes comment tu en es venu là, comment tu es venu le naturaliste et le chercheur que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'était un rêve qui te hantait enfant? Alors, mon histoire à moi me porte moins à être la parole, à vouloir être la parole de la science et à vouloir raconter de la science et inspirer la décision politique et citoyenne par la science, qu'à être un mycologue. C'est plutôt les maladies de la société actuelle qui me conduisent à raconter de la science aux gens, parce que moi, ce qui me passionne, c'est les champignons, et je suis passionné de leur écologie, de leur diversité, et d'ailleurs, mes équipes de recherche font de la recherche qui est plutôt de la recherche fondamentale sur l'écologie des champignons. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'état actuel de la société me conduit à sortir un peu de ça. Mais c'est vrai que c'est un rêve d'enfant de devenir professeur du muséum et de travailler au muséum, parce que c'est un endroit où on étudie la biodiversité, on essaie de la comprendre, où on la conserve dans les collections. Et donc, moi, je suis très content d'être revenu en 2013 au muséum, parce que de ce point de vue-là, en termes de curiosité naturaliste, moi, je suis quelqu'un qui se balade toujours avec une loupe dans le cartable. Je passe souvent des soirées à identifier des espèces que j'ai ramassées. Je reste un inépuisable enthousiaste de la nature. Mais d'un autre côté, au muséum, on a une autre fonction que de faire de la recherche, que de faire de l'enseignement, que de s'occuper des collections nationales. On a une fonction de vulgarisation à travers nos expositions, notre accueil du public, mais aussi la façon dont nous on s'expose au public et dont on raconte des histoires, dont on véhicule la vulgarisation. Et quelque part, je suis dans ma fonction ici en racontant de la science à la société. Et tu disais militant, mais militant, moi je milite
pour que la science soit au cœur de l'inspiration des décisions sociétales. Je ne milite pas pour une idéologie, je milite pour qu'on entende les données de la science. Et souvent, on m'assimile à des gens qui, eux, ont une vision de la société et qui sont aussi des militants, mais je me retrouve à leur côté parce qu'il se trouve qu'ils vont du côté de l'issue de secours. Mais je ne les soutiens pas directement, même si je les soutiens indirectement, et je ne vais pas les bouder non plus, parce que s'il y en a qui reprennent les conclusions, c'est plutôt bien. Mais moi, je suis naturaliste et scientifique. Ouais. Et tu n'es pas le seul aujourd'hui, on voit vraiment toute une mouvance parmi les scientifiques qui sont appelés à sortir de leurs recherches parce que la science n'a plus la place qu'elle... je ne sais pas si on peut dire elle n'a plus ou elle n'a pas, on va y revenir peut-être, mais on ressent que notre époque fait vraiment un vrai déni aujourd'hui autour de la science, et donc ils sont appelés, au vu des enjeux, à prendre la parole, d'abord dans la vulgarisation, et puis une parole qui est presque une parole d'activiste. On va revenir sur ta formation et ton rôle, ton premier métier qui est celui d'être naturaliste. Tu me permets de revenir sur ma parenthèse qui est comment est-ce que cette vocation est née? Elle est née parce que j'ai toujours été très attentif à la nature, intéressé par un tas de choses. Mon grand-père m'emmenait au bois de Vincennes, des fois il m'emmenait visiter les dinosaures du muséum. Alors, la grande galerie de l'évolution. Alors elle n'existait pas à l'époque, hein. Oui, elle a une trentaine d'années, moi j'ai plus d'une trentaine d'années. Donc elle n'existait pas, mais on allait voir les dinosaures. Et puis un jour, le prof de SVT, et ça montre que les enseignants peuvent changer une vie, nous a demandé de ramener des champignons en cours pour le cours de SVT, enfin, ça s'appelait les sciences naturelles en 5e, et moi je suis resté ébahi en y prêtant un peu attention de leur diversité, et je suis devenu mycologue alors que j'avais 12 ans. Alors, ça montre ce que l'enseignement peut faire, ce que l'enseignement est fait pour construire des carrières, des vies, des bases de vie. Des passions. Et des passions. Ça montre aussi que j'ai eu une chance inouïe, incroyable, et avec les impôts des gens d'ailleurs, parce que scientifique, chercheur, enseignant-chercheur, c'est quand même avec les impôts des gens. Hein. C'est que ma vie a été relativement en ligne droite, ce qui veut dire que moi-même je ne m'étais pas trompé sur le but et qu'en plus j'ai eu les moyens d'aller vers ce but. Ce but, c'était de comprendre mieux les champignons, de faire de l'écologie du champignon. Du coup, ça m'a conduit à comprendre mieux les plantes avec lesquelles ils sont en interaction, ou les sols où beaucoup d'entre eux vivent. Mais tout ça, c'est des élargissements d'une curiosité naturaliste et d'une inépuisable, je le disais, boulimie et satiété à la fois de beauté et de diversité et de complexité et de beauté encore du monde naturel, qui n'a pas fini, moi, de m'enthousiasmer. Enfin, il y a des jours, je saoule ma femme, mais tu te rends compte de ce qu'ils ont trouvé? Et c'est un truc que je ne raconterai jamais à personne. Dieu merci, j'ai épousé la plus parfaite des créatures qui puissent être. Elle est biologiste, donc on peut partager ça. Et c'est vrai quand même que des fois, cette beauté de la nature, c'est quelque chose qu'on peut mobiliser dans le discours pour reconnecter les gens. C'est pas perdu pour ça non plus. Hein. Mais bien sûr. Ce que tu me dis me renvoie aux difficultés qu'on peut avoir avec les enfants aujourd'hui, qui sont quand même très connectés sur les écrans et donc très loin de la nature, plus que jamais. Et puis, tu le mentionnes régulièrement dans tes prises de parole, on vit de plus en plus loin, on est de plus en plus urbain et on vit de plus en plus loin des bois, des espaces naturels. Et donc, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, cette connexion avec la nature, cet émerveillement que tu as eu en regardant des champignons, elle est aussi plus difficile à passer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer à avoir les yeux de nos enfants qui pétillent et du coup à les engager à la fois dans la science et dans la protection? Alors, notre distance en moyenne au niveau global à la nature, entre l'endroit où on vit et l'endroit de nature spontanée le plus proche, a augmenté ces 20 dernières années de 640 mètres. Ça ne cesse d'augmenter. On est à plus d'une vingtaine de kilomètres en Allemagne, une douzaine de kilomètres chez nous, en moyenne. C'est vrai que ça n'aide pas. Mais attention. La nature, elle est partout. Elle commence au square. Moi, je vois avec mon fils, souvent au square, on s'arrête à regarder des champignons. Le fait d'être en ville ne nous empêche pas de voir de la nature. Puis on peut très facilement sortir de la ville. Paris est une ville où avec un ticket de métro, qui est une carte maintenant, il y a des stations qui sont en pleine forêt. À Fontainebleau, Ory-la-Ville, donc, ou la Borne Blanche avant, qui est moins chère en fait, c'est un peu plus long mais c'est moins cher vu la tarification. Il y a des tas, on peut en sortir facilement. Donc c'est plutôt une attitude d'esprit, et la distance n'est pas une fatalité. Inversement, je connais
Des tas de gens qui vivent à la campagne, dirait-on, et dont les enfants sont de parfaits urbains parce qu'en fait, ils ne sortent pas de la maison et leurs distractions sont là. J'y vais même plus loin. Et là, je reprends, parce que moi, c'est une expérience dont j'apprends beaucoup le lien avec mon fils. Nous, Internet, c'est un moyen de faire de la nature. On parle d'un truc. Je dis, tu sais, il y a des insectes qui ressemblent à des fleurs, Léon. Ah bon? Montre-moi, papa. Et on va sur le téléphone, on va voir de la nature sur le téléphone. Évidemment, on la convoquera en situation. Il n'y a pas de fatalité à être urbain, sauf si on n'est pas conscient qu'il faut maintenir le lien. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on soit urbain ou pas, on n'a pas cette nécessité de maintenir un lien à la nature. Ça, c'est peut-être un appel tu vois, qu'il faut faire résonner encore et encore dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, dans les enseignements auxquels l'école pourvoit, et on y reviendra parce que je voudrais t'entendre sur les enseignements. Tu fais de brillantes études, tu es normalien, tu vas travailler à l'INRA, tu vas être enseignant jusqu'à rejoindre le Muséum d'histoire naturelle. La science, tu vois, est l'endroit par excellence où on a valorisé le progrès et la séparation entre l'homme et le vivant, et l'homme et le reste du vivant. Comment est-ce que toi, cette séparation-là est quelque chose que tu as déconstruit en tant que scientifique, ou au contraire quelque chose que tu as intégré dans ton enseignement? Alors, moi, je ne pense pas l'avoir jamais vécu, parce que autant il est vrai qu'opérationnellement, à un moment, pour être un scientifique efficace, il faut isoler une petite question et se concentrer sur cette question, donc ça ne va pas être très intégratif. Effectivement, bon, moi je fais de la génétique des populations de champignons, je décris des communautés microbiennes, c'est pas toujours intégré à la société, encore que quand on travaille sur les truffes, et la biologie et l'écologie des truffes, il faut travailler chez les trufficulteurs, et que leurs pratiques à la fois nous posent des questions, enfin ils nous posent des questions sur leurs pratiques, nous leurs pratiques nous suggèrent des contraintes ou des possibles du côté de cet organisme qu'on étudie. Donc moi j'ai jamais été très très loin de la pratique humaine, et pour moi la nature n'a jamais été quelque chose sous cloche. D'ailleurs, j'emmène beaucoup mes étudiants, notamment ceux que je forme à devenir prof de bio, dans des exploitations agricoles pour voir qu'est-ce qu'on fait, pour voir que s'incarnent là des principes écologiques ou biologiques qu'ils apprennent par ailleurs ou qu'ils découvrent à cette occasion-là. Donc, moi, j'ai jamais été dans cette séparation, mais c'est vrai que des fois, il y a un réductionnisme efficace. Maintenant, collectivement, c'est vrai qu'il faut qu'on prenne conscience des choses, et il y a plein de disciplines qui en viennent, de l'économie à l'anthropologie, en passant par la philosophie. Pensons à Descola ou à Bruno Latour ou à Baptiste Morisot. Il y a des tas de disciplines où on s'aperçoit que la nature n'est pas très loin, et où on comprend que c'est une division un peu peut-être heuristique ou pratique, société, nature, homme, nature, mais qu'en fait, il y a des liens quand même, et que se saisir de ces liens, c'est à la fois améliorer l'homme et puis aussi transmettre peut-être les moyens d'une humanité de qualité à nos enfants. Une interdépendance complète, et on y reviendra quand on parlera de ton dernier ouvrage, parce qu'il me semble avoir compris qu'il met une focale là-dessus. Ah ben oui, je vais parler de la biodiversité comme un humanisme, parce qu'en fait, la question c'est l'homme, la question centrale de la biodiversité. Et l'homme est la qualité de la vie de l'homme. Ouais. Donc là, on est bien au cœur de l'homme comme étant un élément du vivant bien plus complet, dans un mélange d'interaction, de symbiose, tu dirais, j'imagine. J'aimerais t'entendre, si tu veux bien, sur ta spécialité, qui est, alors, sans rentrer dans le sujet des champignons, ta spécialité autour du sol. Dans Demain n'attend pas, je parle régulièrement des problèmes de l'agriculture, mais en même temps, on voit ça sous un angle qui est assez déjoint de la science. Alors, on entend beaucoup que nos sols sont épuisés, qu'à utiliser tellement nos intrants chimiques met en péril la productivité de demain, la santé du monde agricole. Mais avec toi, on a la chance d'avoir un scientifique, donc j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est le sol et surtout à quoi il sert. Alors, bon, il n'est pas fait pour servir à quelque chose, mais il se trouve que nous, on est né dans un univers où il y avait du sol, et ce que fait le sol est vital pour nous. Le sol, il fait de la fertilité. C'est que les micro-organismes du sol décomposent les restes morts et relâchent de l'azote, du phosphate. Ils s'attaquent aux roches pour manger eux-mêmes, mais il y a des fuites. Ils relâchent des oligo-éléments, du fer, du calcium, du potassium. Il y en a même qui utilisent l'azote atmosphérique de l'air comme source d'azote, et quand ils meurent, ça donne de l'azote disponible pour d'autres organismes. En fait, les plantes mangent ce que la vie du sol a préparé dans le sol à partir de l'air qui y rentre, de la matière organique qui tombe et de la roche venue de par en dessous. Donc déjà, ils font à manger.
Deuxièmement, cette vie fait des trous, à la fois quand elle circule, quand une bactérie ou un petit ver circule, ça fait des trous. Et ces trous, non seulement ils permettent qu'il y ait de l'air qui rentre dans le sol, et ça c'est vital pour que la vie du sol se développe, mais ça permet aussi que l'eau rentre et soit stockée parce que les plus petits trous retiennent l'eau. Et ce stockage d'eau, c'est quand même 50 à 400 litres par mètre carré de sol, va permettre aux plantes de pousser, donc c'est de la fertilité, mais c'est aussi de l'eau qui va s'écouler lentement vers les nappes ou vers des sources, et c'est ce qu'on boit. C'est l'eau qu'on boit, qui est retenue et qui ne dévale pas comme dans le désert la pente pour regagner au plus vite l'océan. Au passage, cette eau est purifiée. Les microbes du sol sont capables, il y a un filtre mécanique et puis aussi un filtre biologique, donc ça fait aussi la qualité de l'eau. Et c'est comme ça qu'il y a des rivières qui coulent tout le temps, c'est parce qu'entre deux pluies, le sol redonne de l'eau. C'est les nappes phréatiques qui derrière seront utilisées tout au long de l'année. Voilà. Mais encore, une fois de plus, s'il y a des rivières qui coulent en permanence, sans trop déborder quand il pleut, c'est parce que le sol stocke, puis restitue l'eau. Et puis il y a aussi la qualité de l'air, on s'en aperçoit, parce qu'il y a des échanges entre l'air et le sol. Par exemple, après la pluie, il y a une odeur très particulière qui est en fait l'odeur des bactéries du sol, le fameux pétrichore, qui est l'odeur d'un produit des bactéries du sol, qui concentré donne l'odeur de terre et dilué donne l'odeur d'après la pluie. Ça veut dire qu'il y a des échanges. Alors là aussi, l'air est purifié par le sol, parce que l'air qui rentre, toutes les molécules qui sont dedans sont décomposées, et puis quand ça ressort, c'est propre. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on met beaucoup de choses dans le sol, et les microbes ont beau tuer plus de 80% des pesticides qui arrivent au sol, ils les détruisent, il en reste qui passent dans l'eau, qui passent dans l'air. Une autre fonction encore, c'est que la matière organique qui est dans le sol se décompose, mais elle se détruit en donnant de la fertilité, mais lentement. Le sol stocke du carbone. Il y a dans le sol, dans la matière organique du sol, l'équivalent de 2 fois le CO2 de l'air et 3 fois le carbone qui est dans la masse vivante des écosystèmes terrestres. C'est un formidable stock pour le climat. Je te remercie de le dire parce que finalement on l'entend assez peu. On entend évidemment parler de la protection de la forêt amazonienne. Et Dieu sait qu'il faut. On entend parler de la protection de l'océan, qui est une deuxième forêt en termes de stockage, mais on entend assez peu parler de la capacité du sol à stocker le carbone. Et pourtant, c'est essentiel et c'est en cours de destruction quand on détruit la vitalité du sol. Donc, je te remercie surtout de quand le on dire. laboure et qu'on oxygène le sol, ce qui augmente la vitesse de respiration, donc de destruction de cette matière organique. Il y a 2 grandes agricultures qui aident le sol. C'est l'agriculture bio, qui met moins de pesticides. On en met un petit peu, mais beaucoup moins. Mais elle laboure, et on va voir que c'est pas bon. Et puis il y a l'agriculture non labourée, alors qui elle fait des sols qui stockent mieux le carbone, stockent mieux l'eau, et aujourd'hui il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent en non labour parce que ça marche mieux. Par contre, elle désherbe au glyphosate, donc c'est pas parfait. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a 2 pas en avant, et il faut absolument les soutenir et aller encore de l'avant pour faire une agriculture biologique et non labourée. Mais pour l'instant, le vrai problème, c'est qu'elle est labourée et pas biologique, l'agriculture, à 86% en France. Tu nous amènes dans les solutions avec toutes leurs imperfections et en oui, même temps leur parce qu'il intérêt. ne faut surtout pas rester dans l'énoncé de la catastrophe, ce que font trop certains de mes collègues. On va y venir. Mais avant ça, je veux bien que tu... Parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on a une chance énorme de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc je veux bien que tu nous guides pas à pas et que tu nous expliques en quoi est-ce que l'agriculture actuelle, qui implique effectivement plein d'intrants chimiques et du labour, en quoi ces 2 gestes-là posent problème. Quelle nature de problème ils posent sur ce sol que tu nous as décrit comme éminemment vivant, comme un sol qui est en capacité à réguler l'eau, auquel on a accès, et un sol qui est en capacité à capter le carbone. Et donc à contribuer au climat. Comment ces 3 fonctions-là sont impactées? Alors, elles sont un peu impactées par l'agriculture, qui laboure. laboure. Ça augmente l'érosion et ça aide à détruire la matière organique. Donc ça perd la fonction climatique. Et puis ça tue, c'est-à-dire ça désherbe. Donc ça tue les micro-organismes du sol et les organismes du sol, donc ça c'est pas très bon pour les fonctionnements du sol. Donc le labour c'est une chose qui marche bien à court terme, mais à long terme ça abîme le sol. Et on a un peu l'impression que ça a toujours été là, le labour. Ah non, mais en Europe, les précolombiens n'ont jamais labouré. Ils n'avaient pas d'animaux de trait, ils n'avaient pas de fer, donc pas de charrue. Mais nous, on a ces visions de l'agriculture du Moyen-Âge, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de... C'est pas d'où on vient, c'est où on va. Ouais. Qu'on vienne du labour, c'est une chose. La question c'est où on va. Enfin, à moins que vous ayez encore envie de pratiquer la saignée en médecine. Je reviens à ça. La deuxième chose, ce sont les intrants pesticides qui finissent dans le sol. Le sol a beau les métaboliser extraordinairement, on disait les 8 dixièmes tout à l'heure, on compte qu'il y a au moins 10% qui restent dans le sol et qui peuvent retourner dans les aliments et continuer à tuer la vie du sol, 7% qui vont dans l'eau et puis 1% qui sans doute va dans l'air. Bon, les pesticides, on ne peut pas faire d'agriculture sans pesticides, mais il faut vraiment qu'on les diminue et qu'on ait des solutions basées sur le vivant pour par ailleurs limiter ça. Puis la dernière chose, c'est les engrais minéraux
qui aident vraiment à produire des aliments bien. Et c'est vrai qu'on n'a plus de famine, mais il y a des fuites vers les eaux et ça fait des marées vertes, par exemple en Bretagne, qui détruisent des écosystèmes et des activités économiques, comme le tourisme ou la conchyliculture. Ces engrais contiennent du cadmium qui n'est pas bon pour notre santé. On est en surconsommation de cadmium en France, 1,4 fois la dose autorisée. Si on utilisait plus d'engrais venus des animaux ou de nos poubelles, des engrais biologiques, organiques, ben on utiliserait moins d'engrais minéraux, on aurait moins de cadmium. Donc c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose sur ces engrais minéraux, c'est qu'ils coûtent cher à produire. Ils produisent de l'effet de serre lors de leur production et de leur transport. Bien sûr. Ce qui tue les sols, ce n'est pas l'agriculture. Elle les abîme, mais ils ne sont jamais morts, les sols agricoles. Les sols qui sont morts, c'est ceux qui sont en dessous de nous. C'est les sols artificialisés. Il ne faut pas oublier, avant de faire le procès de l'agriculture, de faire le procès de tous ceux qui vivent et travaillent sur des sols qui ont disparu, parce que là, il n'y a plus de stockage d'eau, plus d'effets climatiques, il n'y a plus de fertilité du tout. Et l'artificialisation des sols, ça va aussi grandissant d'année en année, on le sait, pour construire des routes, pour construire de l'habitat et pour construire des centres commerciaux. Et 3,7 fois plus vite que la croissance démographique, ce qui veut dire que c'est un mode de vie, plus qu'un nombre d'habitants. Si on se dit, ouais, on est plus nombreux, on est obligé de se loger, ok, sauf que la crise du logement continue, cependant qu'on artificialise à la vitesse de 5 terrains de foot par heure. Ça m'amène à te poser des questions sur la législation en cours, parce que l'artificialisation des sols, comme les sujets de pesticides, d'herbicides, etc., d'intrants chimiques, sont éminemment politisés aujourd'hui. Il y a énormément de réglementations qui sont faites et défaites, donc on va y revenir. Peut-être juste avant de rentrer dans les législations, ce que tu nous dis, c'est aujourd'hui cette agriculture industrielle, intensive, elle est généralisée quasiment, le bio c'est 10%, quelque chose comme ça. Et le non labouré 4%. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 86% effectivement c'est labouré et de type conventionnel contre pesticides. Et en même temps tu nous dis, il ne s'agit pas de faire complètement sans. Aujourd'hui on ne saurait plus faire une agriculture sans intrants chimiques. Alors, on n'a jamais vraiment su, parce que déjà, quand on récolte, on emmène de l'azote, du phosphate, du potassium, des oligo-éléments, il faut en ramener. Bon, et historiquement, c'était surtout des engrais organiques, des résidus de l'élevage, qui est quelque chose dont j'ai besoin, moi, dans une agriculture moderne. Et puis tous les déchets de la table, les déchets de la cheminée, et puis aussi les déchets des toilettes. Et ça devrait retourner dans les champs. Après, c'est vrai que ça ne suffisait pas et qu'il y aura toujours besoin d'un peu plus d'engrais minéraux. Des pesticides, on a toujours eu des gestes désherbants, des choses comme ça. On aura sans doute besoin de continuer à lutter contre les indésirables, les herbes ou les maladies indésirables, mais on a des outils aujourd'hui, comme les rotations de culture, où la même culture n'en revient pas avant quelques années, ce qui tue les pathogènes du blé, parce que à attendre 5 ans, le prochain blé, ils sont tous morts. Les haies qui réduisent de 80% la propagation des maladies d'une parcelle sur l'autre. Il y a plein de solutions agroécologiques, les cultures mélangées, les mélanges variétaux, qui tous réduisent les maladies et donc la nécessité d'utiliser des pesticides chimiques. Mais on ne peut pas s'en passer complètement. Même avec la lutte biologique, l'agriculture bio continue à en utiliser un peu. Mais un peu, tout est là. Oui. Donc, c'est pareil que pour les engrais, on en aura besoin, c'est sûr. Et les formes chimiques sont une solution, mais elle doit être en complément de la forme biologique. Et puis le labour, il y a des tas de domaines où on peut s'en passer, et j'insiste là-dessus parce que ça, non seulement c'est vital, parce que sinon les sols s'érodent 10 à 20 fois plus vite qu'ils ne se forment, donc on affame une génération qui viendra un jour, mais en plus, on sait faire sans. Et aujourd'hui, c'est une pure solution, donc il y a des agriculteurs qui se mettent en non-labour, j'allais dire d'eux-mêmes, sans subvention. C'est important parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces solutions ne sont pas des théories de laboratoire, ne sont pas des produits d'un dogmatisme politique. On doit au respect des agriculteurs de rappeler qu'ils sont la preuve que ça marche. Alors, tu nous dis réduire ou arrêter le labour, réduire fortement les produits chimiques, et tu nous mentionnes toute une série d'autres pratiques. Basées sur le vivant. Que sont les haies, la polyculture, des rotations plus lentes. Enfin, on sent dans tout ce que tu nous dis toute une série des mosaïques paysagères, de l'agroforesterie. Qui ont d'autres aspects, parce que l'agroforesterie ou les haies, ça stocke du carbone. Une haie, c'est 100 tonnes de carbone par kilomètre. Donc, c'est aussi des solutions qui, ne rentrons pas dans les détails, mais cochent d'autres cases techniques. Elles sont peut-être elles sont difficiles à mettre en place, il faut un soutien de la société. Et puis, des fois, pas toujours, elles sont moins rentables. Alors des fois, parce que les cultures mélangées, par exemple, ça produit autant sur un hectare de culture mélangée, je sais pas moi, colza céréales par exemple, par bande, mélangé par bande. Ça produit autant sur un hectare que si il faudrait, pour produire autant sur cet hectare mélangé, 1,3 hectare au total
de culture pure. Donc c'est en fait plus productif. C'est ce que pareil. tu nous dis. Donc oui, alors des fois c'est plus, des fois c'est moins. Donc faut financer. Mais attention, aujourd'hui, chaque fois qu'on dépense 1 euro d'alimentation, c'est entre 1 et 2 euros d'externalités négatives, de maladies d'agriculteurs, de maladies de consommateurs, de restauration d'écosystèmes, de banques à gagner en tourisme sur le littoral. C'est entre 1 et 2 euros de coûts cachés. Donc c'est pas vrai que c'est plus cher. C'est juste qu'on paye tout de suite pour ne pas payer plus tard. C'est pas les mêmes poches en fait. Et alors, c'est quand même soit le consommateur, soit le citoyen qui paye des impôts. Mais c'est pas la même poche entre ta dépense d'alimentation et ta dépense d'impôt. C'est pas la même date. Et tu le vois, pas la même date, tu as raison. C'est plus cher plus tard. Et dans tes impôts, c'est mélangé sur plein de choses, donc tu le vois pas nécessairement. C'est pas transparent. C'est pas transparent. Mais on paye. On paye pour purifier l'eau aujourd'hui. Oui. C'est bizarre, parce que normalement, l'eau qui coule des sols, elle devrait être pure. J'ai vu quelque part que tu mentionnais un coût de près de 19 milliards par an en France, dans l'Hexagone, en coût pour dépolluer nos eaux. En fait, on n'a pas bien les chiffres, et c'est des chiffres que j'ai du mal à avoir. J'ai des gens qui me disent 1 milliard, d'autres qui me disent ça y est, on allait passer les 2 milliards, d'autres qui vont jusqu'à 19 milliards. Mais en fait, il y a aussi les coûts cachés en santé. On sait très bien aujourd'hui qu'on est incapable de... D'ailleurs, entre 2021 et 2025, on est passé de 95% d'eau du robinet qui était potable, irréprochable, à 85%. Parce que les pollutions augmentent, et puis parce qu'on détecte aussi plus de choses. Et ça fait des maladies qu'on paye. Donc c'est aussi dans le coût de l'eau potable, même si on le paye par la Sécu. Donc il y a des coûts cachés à moyen terme qui sont plus élevés que ce qu'on pourrait payer à court terme en finançant la transition. Et d'ailleurs, le 16 septembre dernier, la Cour des comptes a rendu un rapport où elle dit que pour chaque euro investi dans la transition écologique, c'est 3 euros d'économie à terme. Donc voilà, il faut s'y mettre là. Tu peux nous dire, tu nous parles des impacts sur la santé, oui. Et on en a tous une conscience un peu vague, mais on a tous conscience, surtout chez nos amis agriculteurs, où on voit bien assez régulièrement des études qui remontent, parce qu'évidemment, ils sont beaucoup plus exposés que nous, donc c'est un peu le colibri dans la mine. Nous, c'est souvent difficile de savoir de quoi on meurt, parce qu'il y a plein de causes possibles, mais pour les agriculteurs, on voit très bien qu'ils ont moins de cancers que la population globale, sauf pour certains cancers. Et en fait, dans le détail, ils ont 4 à 5% de cancers en moins que la population globale, mais quand on regarde tous les cancers, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est plutôt moins 20, moins 40%. Sauf pour certains cancers, plus 50% de lymphome, plus 25% de myélome, plus 3% de cancer du pancréas. C'est pas beaucoup, mais c'est fréquent, donc ça fait des milliers de cas. Et puis, au niveau du... Donc ça veut dire que par rapport à une ligne de base très basse, c'est vraiment très très haut. D'ailleurs, ces lymphomes, là, c'est ceux dont souffrent moins les gens qui mangent du bio. Pour revenir aux agriculteurs, ils ont aussi 13% de Parkinson en plus à 55 ans. Donc c'est tout un tas de signaux qui montrent ce qui nous arrive à bas bruit. Et d'ailleurs, l'INSERM a récemment publié des chiffres sur les lymphomes des riverains des zones agricoles. Plus 10% de vignes à 1 km autour de chez vous, plus 10% de risque de lymphome. Et pour terminer, il y a aussi cette étude qui a été muselée, Pestirive, qui montre que les riverains des exploitations viticoles, je ne veux pas fustiger la vigne, qui est un problème aujourd'hui, mais quand même il faut le dire, ils ont entre 1,15 et 1,45 fois plus de résidus de pesticides dans l'urine, ils sont soumis à des pollutions atmosphériques 10 fois plus élevées que les gens qui vivent loin de la vigne, par les pesticides, et avec des taux de poussière contaminée de 12% plus élevés. Enfin, c'est énorme, et c'est énorme en coût pour une sécu qui est vacillante. Bien sûr, et ça c'est pas dans les prix de l'agriculture évidemment. Alors, non, quand on achète sa bouteille de vin, bio ou pas bio, ça se voit pas. Bien sûr. Une fois que tu as avéré cette corrélation entre les enjeux de santé et une exposition vraiment accrue aux intrants chimiques, qu'est-ce que tu penses de l'état de nos législations aujourd'hui, et en particulier sur les derniers mois? On a vu à la fois la loi du plomb, c'est du grand délire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est du grand délire et du grand sabotage. La loi du plomb, c'est un truc, c'est un meurtre. Je veux dire, on sait, tout nous crie qu'il y a des gens qui en meurent après une vie détruite, et on le décide. Eh bien, moi je le dis, je le redirai, parce qu'on me dit, oui, mais Marc-André, c'est devenu un militant parce qu'il emploie des grands mots. C'est un meurtre. Comment on appelle une décision dont on sait qu'elle va tuer? Alors, on le sait par la science. On peut le nier, on peut nier la science. De toute façon, le Trumpisme, il est arrivé dans ce pays bien avant Trump. La loi du plomb, qui aujourd'hui dit on ne peut pas supprimer un produit si on n'a pas de substitution, c'est acté, ça y est. Une fois de plus, c'est un des moments où le politique est en train de bousiller plein de choses à la fois. 1, nos santé. Mais 2, les impôts qu'on a mis et qui permettent de savoir ce qui est dangereux et pas dangereux. Et 3, sa propre crédibilité. Parce qu'un jour,
On va découvrir qu'on a été abusé et que Duplon est un sinistre. Un truc qui rime, par exemple. On va le découvrir, ça. Mais à ce moment-là, le politique le paiera de sa crédibilité. Ça détruit tout. La vie, l'économie, la santé, le politique. C'est vraiment, ce sont des crimes contre l'humanité. J'insiste, hein, parce que qu'est-ce que je peux faire d'autre? À quoi servirait ma science si elle ne me permet pas un jour d'aider à sauver des vies? Et comme tu dis, il y a des alternatives. On parle là de la loi Duplon, mais on a dans l'actualité la loi Omnibus, qui est en cours de révision au niveau européen, parce qu'il y a la législation française, la législation européenne, et qui est la même chose. Voilà, donc je voulais aussi passer la parole. C'est un certain nombre de lobbies. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler des lobbies parce que je respecte toutes les forces du pays, parce que je pense qu'elles sont à la fois toutes problématiques. Même les consommateurs admettent des choses qu'ils ne devraient pas admettre. Dans une démocratie, les électeurs sont toujours un peu responsables. Donc il n'y a pas pour moi de bouc émissaire. Mais là, quand même, il faut bien dire que les lobbies ont fait passer dans ce paquet de lois, c'est ça qu'on appelle une loi omnibus, ça c'est un paquet de lois, des choses qui décousent complètement la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui tolèrent des choses absolument intolérables, qui finalement généralisent les OGM de seconde génération en les nommant NBT pour ne pas avoir l'air de... Voilà, mais je disais, c'est génétiquement modifié, c'est pour ça que ça marche. Il y a tout un tas de choses qui sont décousues sans inventaire serré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des NBT qui pourraient marcher, mais là, tout est autorisé. Et en plus, pour les NBT, on n'aura même plus de traçage. Vous vous rendez compte qu'on admet que maintenant, tu puisses acheter un produit que tu ne peux pas tracer, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas comment il a été traité. Mais c'est scandaleux. D'ailleurs, ça, je ne suis pas sûr que ce soit complètement légal. Parce qu'aujourd'hui, on a des législateurs qui sont capables de faire des législations qui sont illégales. Et donc, au niveau européen aussi, on a un retour de bâton. On dit backlash, mais ça s'appelle un retour de bâton en français, qui est absolument terrible. Et il est terrible pour nos vies et pour la vie de nos enfants. Par pitié pour ceux qui écoutent ça, qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'une position dogmatique. Il s'agit de regarder nos enfants dans les yeux et d'être sûr qu'on aura fait le meilleur pour eux. Là, en ce moment, ce n'est pas le cas, parce qu'on nie les impôts qu'on a investis dans la compréhension du monde. Et ce que je comprends, Marc-André, tu vas me corriger, c'est que dans ce paquet de lois qui est Omnibus, sur ce qui concerne les intrants chimiques, on défait la capacité à la science d'interroger à l'avenir. Oui, puisqu'on n'aura plus de clause de revoyure pour proroger les produits. Parce qu'avant, on réexaminait les autorisations de mise sur le marché à l'aune des données. Et en fait, une des données, c'est qu'on veut bien les gens mourir de l'utilisation d'un produit. Pour deux raisons. La première, c'est que, disons-le, ça arrive, l'industrie nous floute. Récemment, là, il y a un article sur le caractère non cancérigène, une revue sur le caractère non cancérigène du glyphosate qui a été supprimée par la revue qu'il avait publiée parce que, cet article ne citait pas un certain nombre de conclusions qui disaient que c'était cancérigène, citait des tas de travaux non publiés de Monsanto, des procès aux États-Unis ont montré que des employés de Monsanto avaient écrit des parties alors que ce n'était pas écrit dans le... Voilà, ça c'est quelque chose qui montre jusqu'à quel point on peut être envahi par finalement une industrie insincère. Ça c'est une chose, mais l'industrie n'est pas toujours insincère. Il y a un deuxième problème qu'il faut bien comprendre, c'est que notre réglementation, pour des raisons techniques, demande des tests sur la toxicité aiguë. Et une fois que le produit est sur le marché, on se retrouve avec des expositions qui sont en dessous du seuil limite, donc on n'en meurt pas brutalement, puisque c'est bien fait, mais on est sur le problème de la toxicité récurrente. C'est-à-dire que 4 ou 5 verres lors d'un repas d'alcool, on n'en meurt pas. On est en dessous de la dose létale. Mais si on fait ça tous les jours, au bout de quelques temps, on s'aperçoit que plus l'effet cocktail entre les substances, ce qui fait qu'à un moment, on découvre des effets qu'on n'avait pas vus. Et donc là, on révise. Ah non, on ne peut plus réviser maintenant. C'est fou, l'idée qu'on ne puisse pas réviser au cours du temps les effets de produits chimiques me paraît absolument... C'est un meurtre. Ouais, c'est pas fou, c'est inhumain, c'est cruel, c'est dangereux, ça nie nos enfants, ça souille l'humanité, ça piétine l'avenir. Il n'y a pas de mots pour dire ça. Quand on connaît les données, et moi je les connais parce que maintenant, du coup, je me fais chier à lire de la biblio sur la toxicologie, le ceci, le cela. Parce que je voudrais en parler sans dire trop de bêtises. C'est pas de la belle littérature. C'est de la littérature, il y a des souris qui meurent, on regarde au bout de combien de temps, les photos de souris éviscérées avec des lésions dégueulasses. Bon, quand on sait ça, on ne peut pas rester dans son fauteuil à faire de la mycologie. Même si on ne rêve que de ça, il faut le dire. Et... c'est pour les petits, c'est pour les enfants. Mais quel monde on laisse, bien sûr. Mais les petits, et aujourd'hui on voit l'espérance de vie baisser ça et là,
pas en France, mais en 2022, pour la première fois, on n'a pas de chiffre depuis, et pour la première fois, l'espérance de vie en bonne santé a baissé en France. Ce qui n'était jamais vu, même pendant la J'ai vu Covid. ça, et en fait, Mais ça c'est m'a beaucoup hallucinant. surpris parce qu'on entend ça aux États-Unis, l'espérance de vie Alors là, baisse l'espérance de depuis vie un petit elle-même, moment. hein, pas en bonne santé, mais l'espérance de vie. Effectivement, j'ai vu que l'espérance de vie en bonne santé en France avait baissé. D'abord, ça m'a surpris, et je me suis évidemment demandé quel était le lien avec toutes ces problématiques agricoles. Alors, il y a aussi les pratiques industrielles. En fait, on vit entouré d'un nuage toxique qui est dans toutes nos pratiques. Oui. Et il commence quand on pulvérise un liquide bleu et odorant. Pourquoi est-il bleu? Pourquoi est-il odorant? Pour nettoyer les vitres et dire ça sent bon le propre. Ouais. Ça rentre dans nos poumons. Le bleu, le détergent, les conservateurs, les émulsifiants. Bon, donc on vit dans un nuage toxique qui n'est pas que agricole, attention. Et qui finit par faire qu'en dépit de tout ce qu'on fait et qui améliore la durée de vie, on a un cheval noir qui entrave l'avancée de ce cheval blanc et qui fait que, certes, l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé patine et surtout, l'espérance de vie pourrait augmenter plus nettement s'il n'y avait pas ce cheval noir. Donc on a un frein. Et ce frein, on peut très facilement aujourd'hui le réduire. Sur tous ces sujets-là, il y a des alternatives dans l'agriculture comme ailleurs. On a toujours le sentiment que interdire les produits chimiques, interdire les PFAS, etc., ou tous les intrants dont on parlait tout à l'heure, on nous fait le procès de revenir à l'âge de pierre et de ne pas être en capacité à nourrir les gens. Il y aura quelques utilisations pour lesquelles on va être très emmerdé. Hein. Faire complètement sans plastique, difficile. Mais on a de la marge. Mais voilà, on vit dans une débauche par d'utilisation. déplastifier ce qu'on peut déplastifier avant d'en arriver à ceux qui posent vraiment problème. On vit dans une débauche de ces produits. Et là, j'engage les auditeurs à réécouter l'épisode sur le plastique qui est hyper intéressant et qui parle notamment de la croissance exponentielle du plastique qu'on a depuis 20 ans et qui est devant microplastique qui finit par retomber dans les sols, hein, puisqu'on a ces 20 kg par kilomètre carré au milieu des parcs américains où tout arrive par voie atmosphérique, 20 kg par kilomètre carré par an. C'est énorme et ça, dans les sols, ça modifie beaucoup le fonctionnement. C'est toxique pour certains micro-organismes, ça libère des molécules qui elles-mêmes sont toxiques, ça change le comportement vis-à-vis de l'eau, notamment le sol est plus hydrophobe, il stocke moins d'eau. C'est une catastrophe universelle, urbi et orbi, hommes et animaux et sols compris. On le dit depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe annoncée et en même temps, comme tu insistais dessus également tout à l'heure, les solutions sont là. Oui. Et donc si le sol est une grosse partie de la problématique, c'est aussi une grosse partie des solutions de demain, notamment dans la capacité à capter le carbone demain. Oui, bien sûr. Et ça, tu vois, je pense que dans les entreprises, il y a encore une compréhension assez faible de ce sujet-là et du potentiel qu'ils ont de régénération quand ils travaillent mieux leur chaîne amont de produits, de matières premières. Ou même l'aménagement des sites eux-mêmes. Est-ce que le toit est végétalisé ou pas? Est-ce qu'il y a une haie en libre évolution qui stockera du carbone et qui sera très bonne pour les sols en périphérie, et puis très bonne pour la biodiversité aussi? Il y a des tas de petits détails. Et moi je dis souvent, je vais dans des conventions d'entreprise pour le climat, je vais dans des séminaires internes d'entreprise, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le climat, qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité? Alors moi je propose quelques solutions. Alors, des fois, d'ailleurs, les gens disent « Tiens, oui, on n'avait pas pensé à ça », mais je vois quand même des sourires qui disent « Oui, Marc-André, on voit bien qu'il n'est pas dans l'entreprise, on voit bien qu'il ne produit pas des pneus, on voit bien qu'il ne travaille pas chez X. » Et là, je regarde les gens et je leur dis « Mais vous me cassez les pieds, là. Moi, je pense que vous savez assez bien faire votre métier pour le faire mieux encore. Et c'est vous qui pouvez trouver la solution. Et puis, si vous ne la trouvez pas, vous payez un doctorant en écologie, enfin, un docteur d'écologie, ou un ingénieur agro. Eux, ils ont le savoir-faire pour faire atterrir des solutions dans votre process, vos sites. Mais aujourd'hui, on a, sinon la solution clé en main, on a des métiers de la systémie qui permettent de trouver les solutions au-delà même des solutions génériques qu'on peut dire comme végétaliser les toits, végétaliser au maximum les parkings, avoir une chaîne d'approvisionnement un peu plus clean. Je veux dire, ce qui se passe en grande partie dans les entreprises, c'est qu'il y a une absence de compréhension de l'amont de leur chaîne de matières premières. Dans beaucoup d'entre elles en tout cas. Et du coup, ils passent, bien sûr, les solutions sont certainement là, ou en tout cas, elles sont en capacité d'être travaillées avec des spécialistes, mais on n'en a même pas conscience. Et je ne mets pas en doute cette sincérité dans l'échec, parce que c'est une forme d'échec. Mais qu'il y ait un échec sincère, ok, moi je vise le zéro échec, et je pense qu'on peut en faire mieux. Il faut une pression sociale, c'est pour ça que le relâchement de la RSE, de la responsabilité sociale et économique,
dans la directive Omnibus, c'est un très mauvais signal. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs tribunes dans le monde de sociétés qui appelaient à ce que ça ne se passe pas. C'est dingue quand on y pense, hein, parce qu'elles avaient commencé à entrevoir les solutions. Et le fait que les solutions existent, pas pour tout, hein, il y a des trucs compliqués, mais le fait que les solutions existent et puis cette prise à bras le corps, c'est vrai que souvent ça échappe aux gens. Mais on reviendra sans doute sur la formation. Ça revient du fait que souvent leur formation initiale ne les a pas familiarisés avec le vivant comme solution. Qu'est-ce que c'est que l'humanité sinon cette espèce qui a été capable d'avoir une transmission culturelle non pareille dans le vivant? Il y a un peu des cultures chez les corbeaux, chez les orques, chez les baleines, mais chez nous, c'est prodigieux. Alors, comment tu juges aujourd'hui notre formation? Et je sais que tu as signé des tribunes, notamment dans Le Monde, avec Gilles Boeuf. Alors, les tribunes dans Le Monde, hein, c'est très important parce que le lectorat du Monde, c'est un lectorat qui lit bien. Mais alors bon, au bout de 3 mois, on peut la réécrire. Alors on change les signataires, on change l'ordre des paragraphes et on remet l'ouvrage sur le métier. Non, en fait, l'idée c'est que, avec pas vraiment d'ambition dans le primaire, 1 heure par semaine dans le secondaire, devenu optionnel maintenant depuis la réforme Blanquer, optionnel à partir de la seconde, les SVT, les sciences du vivant et de la terre, les sciences naturelles de mon époque, l'histoire naturelle de tous les temps, est devenu un détail. Alors que la première chose qu'on fait, c'est de vivre. On vit dans un monde qui pense que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter, mais les gens ne savent pas vivre. Alors que c'est ce qu'ils font tous les jours, même quand ils ne comptent pas, même quand ils ne lisent pas, même quand ils n'écrivent pas. Et du coup, ils ne voient pas certaines options qui seraient bonnes pour leur santé, dans leur façon de manger, dans leur façon d'acheter, dans leur façon de vivre, dans leurs produits d'entretien. Ils ne voient pas les solutions qui pourraient y avoir qui sont basées sur le vivant, ils ne voient pas les interdits non plus, ils ne les voient pas collectivement dans l'entreprise, ils ne les voient pas collectivement comme citoyens. Et cette ignorance de ce que le vivant est une solution, nous on croit aux solutions technologiques et chimiques, et bizarrement on ne croit pas aux solutions basées sur le vivant. C'est un trépied, il faut penser aux 3. Et du coup après, les gens ne sont pas très enclins à imaginer le vivant, non seulement des fois comme quelque chose qui génère des interdits, mais aussi souvent comme impossible. Et notamment, on parlait des pesticides basés sur l'agroécologie, c'est croire au vivant comme une solution pour réduire les emmerdes qu'ont les cultures. Ouais. Voilà. Donc tu déplores la faiblesse en fait, de la formation scientifique autour de la biologie et du vivant aujourd'hui, et tu appelles à la renforcer, renforcer notre enseignement de beaucoup. Puisque donc avec d'autres, nous avons fondé la Fédération Biogé qui réunit le muséum, des académies comme celle des sciences, d'agriculture ou de médecine, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, les juristes de l'environnement, les magistrats pour l'environnement, les journalistes de l'environnement, les ceci, les ça, tous ceux qui veulent autour de nous être la voix des sciences du vivant en France et qui veulent promouvoir plus de formation au vivant dès le primaire, avec là plutôt des choses qui passent par les disciplines artistiques ou le sensitif. Et puis, aussi, ensuite, plus d'heures dans le secondaire pour mieux comprendre ce que c'est, et aussi, de façon importante, de l'interdisciplinarité. Parce qu'on ne peut pas dire que l'humanité est encastrée dans la nature sans dire il faut que le prof de bio et d'économie parle ensemble, par exemple, de la compétition et de la concurrence. Bien sûr. Il faut que le prof de bio et le prof de physique parlent ensemble du climat. Ou il faut que le prof de bio et le prof de français parlent ensemble de la sexualité. L'interdisciplinarité française que tu touches de doigt est au cœur en fait de nos dysfonctionnements derrière. On regarde française, par silo. Européenne, occidentale, c'est vraiment un truc civilisationnel. L'efficacité qu'on a à travailler en silo, et elle existe, commence à devenir limitante. Et aujourd'hui, quand on se hisse au-dessus de l'ornière qu'on a creusée, au bord de l'ornière qu'on a vu pour voir à côté, on entrevoit des terrains de jeu absolument géniaux. Regardez les gens qui font le lien entre l'histoire et les sciences de l'évolution. Regardez un Jared Diamond, ses livres sont splendides. Kyle Harper, Le déclin de l'Empire romain, où il analyse les causes écologiques du déclin de l'Empire romain. C'est pas le plomb, c'est pas les invasions barbares, c'est des maladies, c'est des changements écologiques qui ont tué l'Empire romain. Et ça, l'interdisciplinarité, c'est la promesse de lendemain radieux, parce que c'est des choses qu'on n'imagine même pas, vu qu'on est enterré dans notre petit monticule. Dans nos cases. C'est ces cases-là aussi que tu fais sauter avec ton dernier ouvrage, j'imagine, quand tu parles de la biodiversité comme un humanisme. Oui, puis le précédent aussi, Nature et préjugés, est vraiment construit pour aller au-devant de ces idées reçues et montrer que, en mélangeant les points de vue et en regardant les choses de différentes façons, on peut enrichir et sa façon de voir et sa façon d'agir. Oui. Il y en a un qui le fait très très bien, c'est Eric Orsenna, tu sais, dans tous ses ouvrages où il va aller voir un enjeu, mais au travers de toutes les spécialités auxquelles cet enjeu est confronté. Considérable pour lui.
parce qu'il est curieux de tout. Ouais. Et il nous arrive d'être ensemble, je lui dois la préface d'ailleurs de Nature et Préjugés, et je lui en suis très, très, très reconnaissant. Il arrive qu'on passe un peu de temps ensemble, et c'est génial, parce qu'il a 40 000 anecdotes à te raconter, mais en même temps, il est plein de questions, et il écoute les réponses, et du coup, c'est d'une richesse, on a l'impression d'apprendre et d'être prof à la fois. Et du coup, ça l'a amené effectivement à changer beaucoup de points de vue. Et j'espère que je ferai un voyage intellectuel aussi riche que celui qu'il fait en termes de diversification de points de vue et de compétences. Est-ce qu'on peut zoomer, on arrive malheureusement au terme de notre échange, est-ce qu'on peut zoomer sur ton livre qui est en train de paraître? Quel est le message que tu veux nous faire entendre? On parle de crise de la biodiversité, mais la biodiversité, elle a subi des hauts et des bas dans l'histoire. À l'extinction des dinosaures, ça va très mal. À la fin du Permien, 95% des espèces terrestres disparaissent, celles qui vivent sur Terre émergée. C'est un générateur incessant, la biodiversité, qui génère de la biodiversité. Elle ne s'éteindra pas. On n'a pas le pouvoir d'éteindre la biodiversité. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. Enfin, il y a une fluctuation, il y a une extinction, c'est sûr. Ce n'est pas la plus grande qu'on ait connue pour l'instant, mais c'est bien parti pour être une très grosse, très rapide. Cela dit, la biodiversité survivra toujours. Il en restera toujours un ou deux, et la vie repartira. La question, c'est que nous, là-dedans, en fait, on est cousus de biodiversité. On est cousus de biodiversité. Alors, je sais pas, il y a du ver à soie, là, il y a du coton, il y a du mouton, il y a du bœuf. Et sans compter tout ce que ma chair contient de salade, de bœuf, de riz. On est en interdépendance complète. Oui. Et la question, la vraie crise, c'est une crise de l'humanité. C'est une crise de notre façon de pouvoir vivre et développer de nouveaux savoir-faire et de nouvelles façons de vivre. C'est ça la vraie crise. Et la pire que je décris dans le livre, c'est celle de notre microbiote dont la diversité s'effondre et ça nous expose à tout un tas de maladies, alors qu'avec quelques gestes très simples, aujourd'hui, chacun d'entre nous peut entretenir cette biodiversité-là et être en meilleure santé. Non, nous sommes cousus de biodiversité et c'est une pure solution. Ça pourrait être un écrin pour l'humanité, mais voilà. Dans l'état actuel des choses, ça devient un linceul pour l'humanité. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est positif. Et ce que je dis, c'est que la biodiversité, on s'en fout. C'est l'humanité et nos enfants qui comptent. Sauf que justement, pour prendre soin d'eux, il faut prendre soin de la biodiversité parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'humanité. Ton message, en fait, est en très grande cohérence avec les discussions qu'on avait tout à l'heure sur les sols, quand tu nous disais... le problème de la dévitalisation des sols, c'est en fait en même temps un problème d'augmentation des risques cancérigènes. C'est un problème directement de santé humaine. On ne peut pas dire que nature et société sont les deux faces de la même chose sans prendre conscience qu'il n'y a pas d'homme sans biodiversité, ni d'ailleurs de biodiversité sans homme, puisque maintenant on est tellement intervenants que c'est nous qui dirigeons tout. En fait, c'est prendre conscience de ces dépendances et les gérer bien. Oui, mais c'est un rappel extrêmement important parce qu'on fait le procès à l'écologie, de sacrifier, d'être un peu sacrificiel, de sacrifier la qualité de vie de l'homme, et tu nous rappelles que la protection de notre environnement, du vivant, il y a peut-être une erreur sincère, conditionne la viabilité pour l'homme. Mais sincère, de gens qui ont, en étant très conscients de la valeur intrinsèque du vivant et de la biodiversité, qui se sont scandalisés. Sans compter ceux qui se sont scandalisés parce que finalement l'animal est un autre homme. Oh les pauvres oiseaux, oh les pauvres petits chats. C'est de l'émotion pour l'animal, c'est pas vraiment de l'émotion pour la biodiversité. Donc pour plein de raisons, on a voulu trouver des raisons intrinsèques de protéger les choses. Mais disons-le en face. Aujourd'hui, le point de dégradation auquel on est arrivé nous montre bien que c'est protéger l'homme dont il s'agit. Alors allons-y, parce qu'il est encore temps. Et ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais insister. C'est toujours dans mes messages. Il y a une issue de secours. Et c'est pour ça que je hurle quand je vois des gens qui nous parlent de la législation, par exemple, scélérate, nous oblige à tourner le dos aux issues de secours. Ça me scandalise parce qu'il y a des issues de secours. Par contre, plus le temps passe, plus elles sont difficiles à atteindre, plus elles sont étroites, et moins on sauvera de choses. Alors c'est une raison de plus de s'indigner de tout ce qui nous retarde. Et Dieu sait que le moment est à l'indignation, mais plus à l'action. Merci Marc-André. Écoute, c'est une façon parfaite de clore notre discussion, parce que tu vois, quel plus beau message que redonner la place aux sciences, reprendre conscience de notre interdépendance avec la biodiversité et se rappeler que les solutions sont là. Deux petites questions finales que je pose toujours à mes invités. La première, est-ce que tu as un livre à nous recommander? Alors on va évidemment se jeter sur tes livres et sur celui qui sera publié. Effondrement de Jared Diamond, peut-être? Oui. Ou un livre que vous avez envie de lire pour le soir arriver à sortir du monde, pour l'affronter plus fort le lendemain.
le livre détente, il ne faut pas l'oublier. Ça, je ne peux pas vous conseiller votre livre détente. Moi, ce sera un roman historique, s'il vous plaît. Mais c'est important de rappeler le pouvoir des romans et le pouvoir de la fiction. Parce que c'est important d'aller au front. Et des fois, il faut se laver d'une activité putride pour mieux l'affronter le lendemain. Bien sûr. Et une dernière question, à qui tu as envie de passer le micro? À quelle personne inspirante et engagée tu voudrais que Demain n'attend pas s'adresse? Gilles Boeuf, c'est fait? Pas encore. Ah bah voilà, c'est un peu un père spirituel, Gilles, pour moi. Super. Dans la précision des données scientifiques et dans la conviction. Gilles travaille sur la biodiversité en général. Gilles Boeuf, et puis il a dirigé le muséum et c'est un maître à penser, un maître à faire, un maître à dire. Ça sera un des prochains épisodes. Je te remercie beaucoup. Marc-André, c'était passionnant. Merci pour ce voyage qu'on a fait ensemble. Merci d'accepter de sortir de ta posture aussi de scientifique pour pouvoir nous alerter, pour pouvoir nous embarquer. J'en sors vraiment. Je fais juste le dernier kilomètre. Celui qui livre aux citoyens la science qu'il a payée de ses impôts. C'est le dernier kilomètre. Je sors du labo. Mais on en a besoin, je ne sors pas de mon métier. Oui, bien sûr. C'est en t'appuyant sur ton métier et en nous le rendant accessible. Donc un immense merci pour ça. Mais de rien.